Bonsoir. L'école est d'abord faite pour une élite. Et les résultats d'une enquête internationale sur le suivi des acquis des élèves révèlent que l'école est incapable de faire réussir les enfants les moins privilégiés. Et cette enquête d'enfoncer le clou en notant que le système français est encore plus discriminant pour les enfants issus de l'immigration, au moins 2 fois plus susceptibles de compter parmi les élèves en difficulté. Alors que peut-on clairement reprocher à l'école à notre époque? C'est la question à laquelle répondent un certain nombre d'Essoniens. C'est la méthode en fait. Il faudrait tout revoir, il faudrait tout mettre à plat, comme beaucoup de choses dans l'éducation nationale, mais ça c'est un long travail. Un effort à faire au niveau de l'éducation nationale et accompagner les jeunes vers leur projet professionnel très tôt. Je pense qu'ils ne prennent pas non plus en compte toutes les difficultés des gamins liées à leur âge, leur environnement, ou peut-être des choses aussi qui sont de l'ordre du mental. Enfin, j'ai l'impression en fait que l'éducation française c'est un petit peu du vite fait. Un problème de pédagogie, oui, un problème de pédagogie. C'est ça le problème aujourd'hui. Les professeurs font ce qu'ils peuvent face à des classes surchargées, face à des budgets de plus en plus réduits et je ne suis pas étonné de ce classement qui régresse d'année en année. Une de plus, je veux parler des communes qui refusent la réforme des rythmes scolaires. La dernière en date, c'est Charcon, dont le Conseil a voté le refus de la semaine de 4 jours et demi. Même genre de scénario plus ou moins acté à Étampes, Mondeville, Savigny-sur-Orge, Joinville-sous-Dourdan et bien sûr, Janvry. Philippe Brun va devoir quitter son fauteuil de maire d'Étiolles. Philippe Brun a été condamné dans le cadre de 2 affaires d'abus de biens sociaux ne concernant pas son activité d'élu. Un élu qui ne pourra donc se représenter pour un autre mandat avant au moins 5 ans. Jean-Marie Le Pen, pas du tout d'accord avec le vice-président du Front National qui, il y a peu, avait proposé à Nicolas Dupont-Aignan un meeting commun pour les élections européennes. Le chef historique du FN estime que le député maire de hier, président de Debout la République, est, je cite, un supplétif de l'UMP chargé de rassurer un certain nombre d'eurosceptiques. Fin de citation. Le radium fait de nouveau parler de lui. Comme vous ne l'ignorez pas, dans le département, 2 sites sont pollués, selon l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, l'ANDRA. Il s'agit d'Orsay, de Gif-sur-Yvette, plus précisément à Gif, le quartier du Coudray, qui a subi depuis la fin des années 60 plusieurs opérations de dépollution. Actuellement, 2 chantiers de décontamination sont en cours. Maxime Lemaine est allé faire un petit tour sur place ce matin. Il y a encore quelques mois, un pavillon se dressait sur ce terrain du quartier des Coudray à Gif-sur-Yvette. Aujourd'hui, il ne reste plus rien. L'autorité de sûreté nucléaire a ordonné sa destruction à cause de la présence trop importante de gaz radon issu du radium, un métal extrêmement radioactif utilisé au début du XXe siècle un peu partout, dans l'industrie cosmétique, pour les linges de bébé ou encore dans la fabrication de soda. Cette présence tient à l'histoire de ce terrain et du quartier tout entier qui a accueilli pendant plus de 50 ans des activités d'extraction du radium ainsi qu'un laboratoire d'études tenu par Jacques Danne. Un collaborateur de Pierre et Marie Curie qui est venu s'installer ici pour fabriquer des objets à base de radium, des aiguilles au radium. À une époque, c'était considéré comme la pierre philosophale, hein. Le radium se négociait plus cher que l'or. Au début du siècle, on achetait le gramme de radium 1 million de francs, quoi. Pour assainir la zone, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs procède à l'excavation du terrain sur 1,50 m de profondeur. Les gravats pollués sont ensuite entreposés dans des gros sacs sur cet autre terrain également en cours de dépollution, avant d'être envoyés vers un centre dédié dans l'Aube où ils seront stockés. Impossible de les détruire, leur durée de vie est de 1600 ans. Les règles de sécurité sont strictes sur les chantiers, les sacs sont vidéosurveillés et une équipe de gardiens peut intervenir en cas d'intrusion. Quant à notre trépied ainsi que les bottes de nos accompagnateurs, ils ont été soigneusement vérifiés avant de quitter les lieux pour être sûr que nous n'emportions pas avec nous des fragments de matière radioactive. Un bijoutier avec 2 comptabilités, l'une réelle pour ses ventes quotidiennes dans sa boutique de Corbeil et l'autre gérant un chiffre d'affaires issu de présumées activités délictuelles comme le recel ou l'achat d'objets à des cambrioleurs. Lucie Mizy.
Le bijoutier a été placé en garde à vue pour recel et fraude fiscale. À la suite d'une perquisition en juin, les policiers avaient révélé une double comptabilité et placé les 2 fils du commerçant sous contrôle judiciaire. La fraude fiscale s'élèverait au moins à 1,4 million d'euros, dont 14 kilos d'or non déclarés. Les commerçants ne se doutaient de rien et ne se sentent pas concernés par l'affaire. C'est un cas à part, je pense. Maintenant, je ne sais pas ce qui se passe chez les autres. Encore une fois, moi je m'occupe de mes affaires, j'essaie de soucier avec mes affaires sans m'occuper des affaires des autres. D'autres commerçants n'ont qu'une seule crainte, le désintérêt pour les magasins de la rive droite. J'ai bien vu que c'était fermé, mais bon, je ne vais pas poser plus de questions, étant donné qu'on a l'habitude d'avoir des commerces fermés dans la rue. Que ce soit ici ou ailleurs, c'est toujours inquiétant. Maintenant, à moi, à titre personnel, tout ce que je peux espérer, c'est que la réputation de la rue n'en prenne pas un coup. Les fils du bijoutier ont en partie reconnu le trafic. L'enquête financière est toujours en cours. Une grande conférence concernant la dépendance à l'alcool, les drogues et le tabac était organisée aujourd'hui au théâtre de l'Agora à Évry. Les lycéens et les collégiens ainsi que des étudiants de l'université étaient invités à venir écouter Laurent Carilla, psychiatre spécialiste des addictions à l'hôpital Paul-Brousse de Villejuif. Mais c'est sans doute le témoignage de Renaud Hanson, un auteur, compositeur, interprète, ancien accro à la cocaïne dès l'âge de 17 ans, qui a retenu toute l'attention des jeunes gens. J'étais pas programmé pour ça, moi. Si ce n'est que étant musicien, que c'est assez facile de tomber sur le chemin de la drogue, de la cocaïne entre autres. C'est assez simple, puisqu'il y a beaucoup d'artistes pour qui ça semble être quelque chose de tout à fait normal, alors que c'est quelque chose de tout à fait anormal, et que c'est pas interdit pour rien, quoi. Et heureusement que c'est interdit. On leur donne pas de messages diabolisants ni banalisants, on les informe, on les sensibilise et on leur donne des pistes s'ils ont besoin de se faire aider. C'est un message qui est partout où il a été délivré et a un impact direct sur la prise de conscience des jeunes en la matière. Il faut juste réapprendre et se convaincre que certaines choses qu'on avait pris goût à faire avec de la substance, on peut les refaire sans cette substance. Et puis sachez que dans sa cellule de Fleury-Mérogis, où il est incarcéré depuis maintenant une semaine, Abdelhakim Bektar poursuit sa grève de la faim. Le principal suspect dans les fusillades au journal Libération et à la Défense aurait en outre demandé le statut de prisonnier politique. Abdelhakim Bektar se déclare comme un indigène en guerre contre les institutions et l'État français. Voilà pour l'info. Merci de nous avoir suivis.